Il s'appelle Gabi Kuba Bekanga. Lui, c'est un journaliste chargé des questions économiques. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui de l'apport de la coopération entre la RDC et le FMI. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Economia. Monsieur Gabi Kuba Bekanga, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue sur ce plateau. Merci, tous les plaisirs pour moi. Je vous retrouve une année après. Merci. Il faut rappeler que vous êtes vraiment un invité attitré de cette émission. Ah oui, je suis habitué à commenter l'actualité économique avec vous. Ok, et pour un petit rappel, pouvez-vous dire à nos téléspectateurs qui vous êtes exactement? Ah oui, pour ceux qui m'ont manqué ou ceux que j'ai manqué pendant plus d'une année, je suis journaliste. Je m'intéresse aux questions économiques et particulièrement aux matières premières dont les mines, l'énergie, l'environnement et les hydrocarbures. L'actualité en RDC aujourd'hui, nous parlons de la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunga qui a été nommé depuis le 20 mai dernier par le chef de l'État, 4 mois après son avènement à la tête de la République. Selon vous, quels sont les défis que devra relever le Premier ministre pour remonter, s'il faut le dire, pour la stabilisation du cadre macroéconomique de la RDC? Les défis sont énormes pour lui et beaucoup d'attentes pour le nouveau gouvernement. D'abord, le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, a un projet de société. Il a battu campagne avec son projet de société, vaincre la pauvreté. Donc ça veut tout dire. Le Premier ministre qu'il a nommé doit s'inscrire sur la logique de son projet de société qu'il a présenté au peuple congolais, qu'il a accepté. Il y a d'énormes défis. C'est vrai qu'on parle des défis économiques, mais il y a aussi des défis sécuritaires. Rappelez-vous que pendant la campagne électorale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis à la population de l'Est, précisément la population de Béni Boutembo, qu'il allait s'installer avec son gouvernement jusqu'à la fin de la guerre. Donc c'est une attente par rapport à cette promesse-là. Et le Premier ministre, qui est censé appliquer la politique ou la vision du président de la République avec son équipe, on l'attend également au tournant. Et concernant les défis économiques, vous regardez l'économie de la RDC, nous sommes une économie de rente, donc tout ce que nous pouvons produire, nous exportons à l'état brut, et tout ce que nous pouvons consommer, nous importons comme produit fini. Donc dans une telle situation, il est difficile de créer les emplois. Et avec le régime passé, des voix s'étaient élevées pour décrier les dumpings, par exemple, dans plusieurs postes frontaliers de la RDC, notamment ici à Kinshasa, Lufu et au Katanga avec Kasumbalesa, dans l'est du pays, n'en parlons même pas. Donc l'économie est pratiquement asphyxiée. Donc il faut relancer des unités de production, il faut voir également l'État, il faut faire un état des lieux des entreprises publiques qui sont pratiquement des canards boiteux, qui ont plus servi des dignitaires que répondre à leur objet social. Donc, il faut mobiliser également des recettes, mais il faut correctement les gérer. La question de la bonne gouvernance. Et le président de la République insiste là-dessus. Lutte contre la corruption. Il faut regarder seulement la situation du FPI aujourd'hui, mais par rapport au montant que le gouvernement français propose à la RDC pour une durée de 5 ans dans les cadres de la coopération bilatérale entre les deux pays. 300 millions de dollars. Mais c'est l'argent pratiquement détenu, l'argent de la République est détenu entre les mains des politiciens qui sont allés arnaquer le FPI. Donc les défis sont énormes. Mais en l'absence, prendre des mesures, travailler c'est mieux, mais aussi il faut sanctionner. Ceux qui se comportent mal dans la gestion de la chose publique, il faut les sanctionner sévèrement. La justice doit éviter la complaisance et la compassion. Il faut éviter de gérer la République comme un club d'amis. Donc, il faut que cela cesse. Je crois que le changement devient de plus en plus nécessaire pour
le démarrage de la République avec le nouveau pouvoir. Ok, vous avez parlé de la corruption, vous avez parlé de la fuite des deniers publics. Mais je voudrais savoir quels sont les mécanismes effectifs que le Premier ministre devra mettre en place pour combattre ces maux. Ah, ça c'est la vraie question. Mais le Premier ministre, à lui seul, ne le saura pas. Il faut avec l'appui de la justice. Et je peux épouser l'idée du nouveau pouvoir qui pense à la création d'une agence qui sera le gendarme qui va traquer les corrupteurs et les corrompus, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis. L'agence de lutte contre la corruption, c'est vrai que le président Kabila, à l'époque, il avait nommé Luzolo Bambi, Oui. bon, qui malheureusement n'a pas, pour l'une ou l'autre raison, n'a pas produit un travail de qualité. Lui, il l'a fait à son niveau, mais les résultats laissent vraiment à désirer sur ce que Luzolo a fait. Quand la justice ne peut pas sanctionner les intouchables, quoi que vous fassiez, c'est le système pesanteur zéro. Le mécanisme veut que on ait un vrai parlement, un parlement responsable, pas un parlement où les élus vont dans les missions d'enquête et rentrent avec des enveloppes au lieu d'aller enquêter. Rappelez-vous que ça fait quelques années, tout ce qui s'est passé, les scandales de la DGI, où vous avez eu des parlementaires, les députés nationaux qu'on avait délégués pour aller auditer la gestion de cette entreprise, ils étaient plongés dans la corruption, ils se sont fait corrompre par les responsables de la DGI, ils n'ont pas fait un travail de qualité. Et il n'y a pas seulement que ces cas-là, ces cas sont légion. Les enquêteurs, lorsqu'ils vont, je vois même tout ce qui se passe avec les entreprises privées, les inspecteurs du travail, les inspecteurs des finances, la Cour des comptes et consorts. Quand vous avez par exemple ceux qui sont censés faire un travail de l'État, qui sont dans un État minable, il est difficile qu'ils produisent un travail de qualité. Je crois que non seulement que les députés sont minables. Oui, ça c'est important, c'est une exception. Mais quand vous regardez les fonctionnements, les inspecteurs du travail, et les inspecteurs des finances, vous regardez, ce sont des fonctionnaires de l'État, et on connaît comment les fonctionnaires de l'État sont traités. Mais quand il y a un paradoxe entre leur traitement officiel et leur niveau de vie, mais le niveau de vie que nous observons tous, c'est la conséquence de la corruption. Donc il faut arrêter cela. Mais pour cela également, il faut qu'on ait un parlement, responsable, des députés qui travaillent réellement, avec obligation de rendre compte à leur base respective, qui ne se préoccupent pas de tout ce qui se passe. Mais quand vous avez les députés, et les inspecteurs des finances, et tous les autres, là, ceux qui sont censés faire ce travail, noyés, plongés dans la corruption, dans les malversations financières, dans les trafics d'influence, il est difficile. Moi, j'ai vu plusieurs fois, on envoie un responsable de l'État pour aller enquêter, et c'est l'entreprise privée, par exemple, qui prend les titres des voyages en charge de celui qui est ça. Quelle est la qualité du travail qu'un homme comme celui-là peut produire? Et la justice n'a jamais puni. Tous les cas, par exemple, des corruptions, des détournements, des malversations financières, c'est toujours, ça se termine toujours par des non-lieux. Non tel présumé innocent. Autant on est présumé innocent, autant on est présumé aussi coupable. Or, personne n'a été puni depuis des années. Bien au contraire, on voit les mêmes qui gèrent mal et les mêmes qui reviennent dans plusieurs institutions. Il est difficile de changer la situation dans un contexte comme celui-là. Il faut des sanctions exemplaires. Il faut rompre avec les passés dans des pays où les gens sont bien éduqués. Je ne parle pas des pays civilisés, mais je parle des pays où les gens sont bien éduqués. Certains ne peuvent, quand vous êtes noyé dans des dossiers sales de la République, vous ne pouvez pas exercer un mandat public jusqu'à la fin de votre vie. Vous faites la prison, vous remboursez. Combien de personnes ont détourné l'argent de l'État et ont remboursé? Donc, peu importe la volonté, tant que des mesures concrètes du changement ne seront pas prises, il sera difficile de voir le Congo démarrer. Vous parlez des mesures concrètes qui doivent prendre effet, justement, avec cette volonté de changer le Congo. Je prends un exemple récent avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a fait des interpellations au ministre provincial des Finances
À l'ex-président de l'Assemblée provinciale. Voilà, et voilà, l'ex-président de l'Assemblée provinciale passée, mais ils ont été interpellés, les décisions sont sorties, le président a décidé que Guy Matondo soit mis à la disposition de la justice, mais jusque-là, c'est le calme total. Mais est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train de nous amener lentement, mais sûrement, au même procédé que le régime passé? Bon, je ne voudrais pas dire que la situation d'avant est égale à la situation d'après. Tout dépend de ce que le président Tshisekedi va donner comme rythme. Qu'est-ce qu'il a comme vision? C'est vrai, il y a toujours ces cas-là. Mais c'est parce que le système, personne n'est innocent dans tout ce qui se passe. Même les magistrats. Ils ont le plein pouvoir. Hein? Le procureur général de la République, même avant d'attendre les rapports ou les dénonciations des médias, des ONG ou encore des plaintes, ainsi de suite. Mais il a ce plein pouvoir. Il a la police judiciaire à sa disposition. Combien de magistrats dans notre pays ont enquêté sur des cas de détournement de façon indépendante, de leurs propres initiatives? Disons, voilà. Mais le niveau, le train de vie également, il faut que l'on sache. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, on vous voit, 3-4 maisons sans connaître quelle origine. Mais le Congo, c'est le seul pays au monde où vous pouvez avoir 100 maisons, personne ne va demander l'origine de votre fortune. Et généralement, ces maisons appartiennent aux hommes politiques. Beaucoup d'entre eux viennent aussi des milieux modestes. Je peux dire, la majorité d'entre eux viennent des milieux modestes comme les nôtres. Mais comment ceux qui viennent des milieux modestes deviennent riches lorsqu'ils exercent des fonctions publiques? Après avoir occupé les fonctions. Comment? Parce que les riches ne peuvent pas être des politiciens. Des riches doivent être des hommes d'affaires. Or, ceux-là exercent d'abord des fonctions politiques et ils sont des hommes d'affaires. Tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous parlez, regardez les cas par exemple du diamant. Hein? Affaire Mende. Voilà. Cette affaire du diamant, hein, j'en parlais parce que j'en sais quelque chose. Il n'y a pas seulement que lui. Ça fait quelques... L'année passée, c'était un gouverneur. Rappelez-vous de l'affaire, notre confrère, bon, aujourd'hui député, Eliezer a fait la prison. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça fait 2 ans pratiquement, l'affaire Abbas Kayonga, qui était impliqué, un gouverneur. Dans l'affaire Eliezer, un gouverneur. Aujourd'hui, dans l'affaire de Lodja, c'est un député. Et il y avait aussi, nous avions mené une investigation en province orientale. C'était un gouverneur concernant l'exploitation de l'or par les Chinois à Banalia. C'était qui? Un gouverneur. Donc, quand vous avez les officiels qui sont dans la mafia, ceux qui sont censés apporter les moyens à l'État, ce sont ceux-là qui ruinent l'État. Donc, des prédateurs à la tête des institutions, il ne faut pas vous attendre aux résultats pour la bonne marche du pays. L'actualité congolaise, c'est aussi la construction du pont entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Quelle est votre appréciation sur la question? Bon, je suis partagé. C'est vrai, dans le couloir, nous parlions d'une zone de libre-échange. Mais la RDC ne peut pas être victime de la zone de libre-échange. Hein? Oui, mais c'est les rendez-vous du donné. Oui, mais c'est les rendez-vous du donné. Oui, mais madame, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais c'est les rendez-vous du donné du recevoir. On va construire un pont entre Kinshasa et Brazzaville. Oui, c'est bon, dans le cadre de l'intégration. Il faut supprimer des barrières douanières. Mais est-ce que, c'est ça aussi, hein, la géographie, ça fait partie, la géographie sert à faire aussi la guerre entre les États. C'est ça. Et la guerre n'est pas seulement que militaire. La guerre est aussi économique. Si nous étions dans une position de force, on ferait également la guerre pour anéantir les autres. Regardez ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Mais donc, raison pour laquelle, justement, voilà. La RDC devra se préparer, justement, pour cette question, pour l'avènement de cette libre-échange. Mais à mon humble avis, la RDC risque de subir avec la construction de ce pont. Pourquoi? La province du Congo central, c'est une province au bord de l'océan. Et le port à eau profonde de Banana, ça fait
des années qu'on en parle. Un rêve jusque-là pour le Rien Congo. du tout. Ah, ce n'était que des promesses chimériques. Jamais l'effectivité du projet. Les ports de Matadi. Ce qui fait que ça pousse des grands armateurs, là où il y a la profondeur, parce qu'ils ne peuvent pas trop charger, même quand ils ont chargé. Vous regardez seulement la route, des Boma jusqu'à Kinshasa, ça pose trop de problèmes. Alors, la préférence serait quoi? C'est d'aller au Congo-Brazzaville. Tout à fait. Sur Pointe-Noire. Oui. Et quand les navires accostent à Pointe-Noire, est-ce que ça profite d'abord au Congo? Parce qu'on va décharger au Congo-Brazzaville. Et nous, s'il y a des zones d'affaires qui vont faire des transactions ou des trafics, c'est à partir du Congo-Brazzaville qu'on va traverser jusqu'ici. Et ça va peut-être que ça prendra la direction du fleuve Congo, de Kinshasa jusqu'à l'Équateur, province orientale, ou encore l'ex-Bandundu et les Grands Kasaï, ainsi de suite. Et vous croyez que la situation, quel sera alors l'essor de la présence? Est-ce que nous pouvons gagner de la même manière que si nous-mêmes avions construit un pont à nos profondes? Pourquoi ne pas construire ce pont? Mais c'est la question que nous posons tous. Au lieu d'aller donner aux autres, c'est que nous-mêmes, nous pouvons gagner. Si nous l'avions fait, mais on serait en concurrence avec le Congo-Brazzaville. Parce que le libre-échange n'exclut pas la concurrence. Mais pour être dans une position concurrentielle, il faut avoir les mêmes atouts que les concurrents. Quand vous les avez pas, vous subissez. Tout à fait. La RDC, le FMI, la coopération en voie d'être renouée. Nous savons aussi que les experts de cette institution de Bretton Woods sont ici au Congo pour un audit. Pensez-vous que cette coopération soit opportune aujourd'hui au Congo? La coopération entre la RDC et les institutions de Bretton Woods est opportune. Parce que si nous-mêmes avions fait notre part, on ne les inviterait pas. Le gouvernement ghanéen a élaboré un budget en l'absence du FMI. C'est parce qu'il est capable de les faire seul. On va solliciter l'appui des institutions de Bretton Woods. Pourquoi? C'est parce qu'on est en difficulté. Et il y a ce que ces institutions appellent conditionnalité. Vous demandez notre appui et voici nos exigences. Et quelles sont les exigences, par exemple, de Bretton Woods? Cette question, je ne voudrais pas trop en parler. Et je sais que les gens sont ultra sensibles concernant les exigences. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire, voilà, bon, c'est notamment l'expression du sociologue suisse Jean Ziegler, que j'aime beaucoup, que c'est un capitalisme masqué. Bon, d'autres disent encore que c'est le capitalisme à outrance à travers les institutions de Bretton Woods. Ce qui n'est pas faux, c'est tout à fait vrai. Lorsque vous regardez les exigences, les experts, oui, il faut un audit général de l'économie congolaise. Ça va commencer par où ou par quoi? Les entreprises publiques, la gestion des finances publiques. Comment vous les gérez? Vous parlez, il y a encore un autre scandale révélé ce matin par une ONG américaine dans cette affaire d'une société Kwanza et ainsi de suite. Voilà. Mais tout ça, ça nous pousse parce que quand on est en difficulté nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il faut stabiliser l'économie. Il faut chercher des appuis. Il faut financer certains projets parce que le Congo n'a pas suffisamment de moyens jusque-là pour financer lui-même ses grands projets de développement. Vous dépendez des autres. Mais les autres... les minerais dans tout ça, Congo, pays riche, cette affaire de minerais, avec les minerais, tout ce qu'on a comme ressources, nous ne pouvons pas quand même avoir de ressources, savez-vous, oui, des finances pour oui, mais je vous ai parlé. Oui, mais savez-vous combien d'entreprises essentiellement congolaises qui produisent des minerais au Congo? Les entreprises de l'État, en commençant par notre miroir, la Gécamine, elle produit combien? La Miba est dans quel état? La Sengamine, la Sakima, qui devrait être la Gécamine de l'Est du pays. La Soukimo est dans quel état aujourd'hui?
On a tout cédé au privé. Et nous-mêmes, avec un personnel vétuste, un personnel vieillissant, un outil de travail vétuste, la gestion calamiteuse. Et puis, vous voulez que les mines profitent au Congo comment? Mais même ceux qui produisent, regardez, le taux de la récupération, la GECAMINE à l'époque, les comités Ambroise Mbaka et tous les autres là, de Raphaël Ngoy, savez-vous combien ils récupéraient pour le traitement du cobalt? Plus de 60%. Plus de 60% de récupération du cobalt. Et aujourd'hui, on est à moins de 20. Pas même les Chinois qui ont racheté TFM, ils ne récupèrent pas plus de 40%. Et le reste va où? Alors, le problème n'est pas de produire. Nous avons produit, oui, l'année dernière, d'après les statistiques qui nous sont présentées par le ministère, non, plus d'1 million de ça, devant la Zambie. Est-ce qu'on a engrangé les mêmes recettes que la Zambie? Mais pourquoi? Même les contrôles. On parle aujourd'hui de la SNCC. Mais la SNCC, la Société nationale des chemins de fer, j'ai entendu des débats sur la gestion de la Société nationale des chemins de fer du Congo par l'actuel Premier ministre, Ilunga Ilunkamba. Mais il devrait faire quoi? La SNCC était l'appendice de la GECAMINE. Une société qui dépendait des activités de la GECAMINE. Dans les cas, parce que l'industrie minière, c'est une industrie qui appelle d'autres industries. Et la GECAMINE, et notamment la SNCC. La SNCC aujourd'hui peut transporter quoi pour assurer sa survie? Quelle est la production de la GECAMINE? Parce que tout, c'est à travers les véhicules. Nous allons soit vers Durban, soit vers l'océan Indien. Et alors, les arriérés qu'il a trouvés ou qu'il aurait laissés. Et je vous dis, aucune entreprise, dans le cadre de la réforme des entreprises publiques, c'est vrai qu'Ilunga Lukamba aussi a été le président du COPIREP, un organe technique sous la tutelle du ministère du portefeuille. Il fait son travail, il le présente. Et c'est pareil aussi avec ce qui s'est passé pour le recrutement des hauts fonctionnaires de l'État à travers CADISEC. CADISEC, c'est comme un cabinet. Le ministre de la fonction publique dit, OK, organisez un test pour le recrutement des hauts fonctionnaires de l'État. Le CADISEC l'organise. Il soumet des résultats au ministre de la fonction publique ou au gouvernement dans son ensemble. Mais maintenant, les critères de choix, est-ce que ces critères de choix ont répondu aux résultats du CADISEC? C'est la question que je peux poser également aux autres qui contestent Lukamba. Moi aussi, je suis peut-être que parmi les gens qui les contestent ou qui l'ont contesté lors de sa gestion. Mais est-ce que les résultats que le COPIREP a présentés au ministère du portefeuille, mais regardez, vous êtes une entreprise commerciale, mais l'État est resté actionnaire à 100%. Et dans la gestion de ces entreprises publiques, ça pose énormément de problèmes parce que c'est l'État qui nomme les membres du comité de gestion, non en fonction de l'obligation des résultats, par rapport aux mais en fonction politiques. Des appartenances politiques. Alors, vous voulez obtenir des résultats. Et aucune entreprise publique, aucune, sans exception, bon, je parle peut-être que sous le contrôle de ceux qui connaissent mieux la question que moi, n'a été recapitalisée. C'est ce qui fait que même l'ouverture des capitaux tant prônée par le gouvernement à travers la réforme des entreprises publiques n'a pas marché. Parce que moi, je veux être actionnaire au sein d'une entreprise comme l'ONATRA, comme la société, comme à la Poste. Mais déjà, vous avez 256 mois d'arriérés de salaire, ou bien à la SNCC, 227. Et je viens avec 1 milliard. La première condition pour les partenaires que j'ai trouvé, payer les arriérés. Mais alors, vous payez les arriérés. Il y a des gens qui doivent aller à la retraite. Oui. Cela veut dire que tous les capitaux frais que moi j'amène ne servent qu'à payer les arriérés du salaire. Et la production. C'est quand vous ne produisez pas. Il est difficile de prospérer. Vous ne pouvez pas prospérer quand vous ne produisez pas. Alors, pour revenir à votre question, concernant cette affaire des minerais, tout ça. Non, il faut arrêter ce mythe d'un pays riche avec le minerai. Un pays n'est pas riche parce qu'il dispose, il n'est pas seulement riche parce qu'il dispose des ressources naturelles. Il est riche parce qu'il a des gens qui réfléchissent, qui travaillent sur des projets de développement. Des vrais projets qui placent les hommes qu'il faut là où il faut.
pour répondre aux besoins de la nation. C'est comme ça. Il y a des pays qui sont riches, mais qui n'ont pas de matières premières. Mais nous, je déteste l'expression la malédiction des ressources naturelles. Mais malheureusement, la réalité est celle-là. Alors, quels sont les secteurs qui nécessitent aujourd'hui d'être boostés pour remonter l'économie du pays? Tous les secteurs sont nécessaires, même si parmi les priorités, il y a des priorités. L'attention a été longtemps focalisée sur les secteurs miniers. Il faut les trois secteurs, les primaires, les tertiaires, les secondaires. Tout, c'est important. Mais je peux commencer par l'agriculture. Parce que dans les mines, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. L'exploitation minière, c'est l'affaire des étrangers qui exploitent les mines et qui les exportent à l'état brut. Nous nous contentons seulement des impôts et taxes que nous gérons d'ailleurs très mal. Donc l'agriculture, c'est un secteur qui peut engager dans tous les coins et les recoins de la République. Les gens oublient, l'Équateur a fait la fierté. À l'époque, c'était le secteur agro-industriel. La province du Bandundu, les Béni, Butembo, les plantations de café, de cacao, le Rwanda, le Kenya, mais le thé, regardez les cafés. Chez nous, à l'époque, les caoutchoucs. Donc, il faut mettre un accent là-dessus. Et puis, c'est un secteur qui peut absorber le chômage. Parce que ça ne demande pas toujours, c'est vrai, nous avons besoin des ingénieurs agronomes, nous avons besoin des chimistes, des biologistes, tout ça. On a besoin d'eux dans ce secteur-là. Mais c'est un secteur qui peut engager beaucoup de gens. L'industrialisation, donc. Ah oui, Nzé a fait Kanyamakasisi ici. Est-ce qu'il n'y avait que les ingénieurs? Mais regardez le nombre de jeunes qu'on avait engagés à travers Kanyamakasisi, à travers le projet d'autosuffisance alimentaire. Donc, les secteurs agricoles, il faut le booster. La construction, les secteurs de la construction, c'est un secteur important. Mais aujourd'hui, la high-tech, Silicon Valley, les consommateurs des minerais. Bon, je ne dis pas que le Congo doit devenir aujourd'hui comme si on doit inventer un Silicon Valley, mais il faut commencer quelque part. Où est les centres d'intelligence artificielle au Congo? Mais tous ces jeunes gens, les gens que vous voyez à Boutou, les Steve Jobs, tout ça, ils n'ont pas été d'ingénieurs suffisamment instruits. Même ici au Congo, on a des gens de qualité qui ont fait preuve ailleurs. On les a vus. Mais où est les centres des nouvelles technologies de la RDC? Le ministère de la Recherche scientifique. Mais c'est juste un nom. Le ministère de la Recherche scientifique et technologique. Vous avez seulement un cabinet ministériel, il n'y a rien. Donc, dans ces secteurs-là, les services des startups aujourd'hui sont dirigés. Le plus âgé qui dirige des startups n'ont même pas votre âge, 25. Donc, les plus âgés ont peut-être que 30 ans. Mais ce sont des solutions. Donc, tous les secteurs sont prioritaires. Et je crois que, c'est vrai, on a un problème sécuritaire dans une très grande partie du pays, mais deux problèmes. On a un problème, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de pain. Les jours où nous allons concilier les deux, la paix avec le pain, on va démarrer. Certaines personnes restent sceptiques quant à la coopération FMI-RDC parce que pour plusieurs, aucun pays d'Afrique ne s'est développé grâce à ces institutions internationales financières. Un avis à émettre? C'est vrai. Les FMI et la Banque mondiale ne peuvent pas venir développer un pays. Et l'expérience l'a prouvé. Hein, une expérience d'ailleurs douloureuse à travers le programme d'ajustement structurel. Elle a prouvé que c'était l'Afrique ou les pays du tiers-monde en général se sont plus endettés à travers ce type de coopération qui à travers la collaboration. Donc on est dans une logique un peu paternaliste. Ce n'est pas comme à l'époque où les Américains avaient conçu les plans Marshall pour reconstruire l'Europe et le Japon. Nous, on n'est pas dans cette logique. Mais nous-mêmes, c'est parce que nous n'avons pas fait notre part. Et on est resté dans cette logique. C'est vrai. Quand la question de Bretton Woods vient, on va vous demander, par exemple, la privatisation. C'est la thèse développée par Jean Ziegler que j'ai citée, la privatisation. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Non appréciée par les Congolais. Ah oui, non appréciée par les Congolais. Mais vous-même, dans les cadres,
vous avez libéralisé. Ah oui, les gens disent que c'était sous pression de ces mêmes institutions. Mais quand nous-mêmes, nous les avons gérés, lorsque l'État avait les monopoles, quels sont les résultats que les monopoles de l'État a produits? Donc, les résultats sont mitigés pour nous. Je ne dis pas, le désengagement de l'État, c'est vrai, je ne l'encourage pas, je ne l'apprécie pas. Je veux que l'État s'engage aussi, comme les autres. Savoir compétir avec les privés. Il faut que l'État soit aussi les régulateurs de l'économie, du secteur économique. C'est vrai. Le FMI va vous dire, oui, il faut auditer. On va auditer. Il faut faire une autopsie de l'économie. Oui, il faut faire une autopsie de l'économie. Est-ce que nous-mêmes avons audité nos entreprises? Depuis quand le Congo a audité ses entreprises? Allez au ministère du portefeuille. Et quand bien même que le Congo a audité ses propres entreprises, le gouvernement de la République a audité ses propres entreprises, comment les recommandations issues des audits ont été appliquées? Alors, oui, parce qu'il faut dégraisser les effectifs. Parmi les exigences de Bretton Woods, on va vous demander de dégraisser les effectifs. Mais oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas, dans une entreprise comme l'ONATRA, comme la SNCC, avoir plus de juristes que des ingénieurs, que des métallurgistes, que des mécaniciens. Vous ne pouvez pas avoir plus de sociologues. Vous ne pouvez pas avoir plus de spécialistes des sciences po dans une entreprise comme la MIBA, comme la Sokimo, que des ingénieurs des mines, que des géologues. Donc, on va vous demander. Mais les effectifs, même les recrutements, l'année dernière, le gouvernement a donné des matricules en vrac. Je dis en vrac, comme les miracles dans nos églises, vous touchez seulement à la télé, et puis vous avez le mariage, vous avez la voiture. C'est comme ça que le gouvernement a fait l'année dernière des matricules. Vous trouvez normal qu'une province qui avait par exemple 5000 fonctionnaires de l'État, qui, depuis l'époque coloniale, n'a jamais atteint le nombre de 10 000, à l'époque où l'administration fonctionnait, sous Mobutu, on voyait même les chefs des secteurs avaient des pouvoirs réels, où l'administration fonctionnait. On n'a jamais atteint 10 000 fonctionnaires de l'État. Et qu'avec les matricules de l'année passée, vous avez 25 000, les quintuples. Déjà, celui qui travaille là-bas, il a un problème parce qu'il a un salaire de 140 000, 120 000 francs congolais. Vous ajoutez ces effectifs-là. Quels ont été les besoins de l'État? Et quels sont les critères de ces recrutements? Ces fonctionnaires, on va les payer comment? Ils feront quoi? Ils seront affectés où? Pour faire quel travail? Et vous voulez obtenir un financement de la Banque mondiale pour des projets ou encore l'assistance technique du FMI avec ces bordels. Soyons sérieux. Ça, ce n'est pas la faute de la Banque mondiale. Si déjà à vous suivre, on comprend que bien que cette assistance du FMI, nous n'aurons pas des résultats concrets. Non. Que doit faire alors le FMI pour que justement cette coopération soit réelle et perceptible? Voilà. Je ne suis pas dans cette logique pour dire que non, la coopération avec le FMI, c'est nul. Non, il faut coopérer avec le FMI. Nous sommes en difficulté. Mais il faut assainir les cadres économiques, les cadres macroéconomiques. Il faut assainir l'administration. Il faut informatiser le système. Pourquoi? Quelqu'un peut payer aujourd'hui à Mumbai Bongo. Il travaille, il est agent à la DGRA de Walofida. Mais s'il paye à Mumbai Bongo, il paye par exemple à Kasumbalesa. Mais Kinshasa doit être au courant, à la minute. Pourquoi on ne le fait pas? Si on informe, mais c'est simple. Si vous canalisez vos recettes, vous savez les orienter, vous les encadrez, vous aurez l'argent. Mais il faut savoir, il faut informatiser. Les causes de ce que nous venons d'apprendre avec la DGDA, oui. Le directeur qui voulait être corrompu par le commerçant indien. Coup de chapeau à lui. Coup de chapeau à lui. Mais lui, c'est un cas d'exception. Mais c'est ce que nous vivons depuis des années. Ces Indo-Pakistano-Libanais, Sino, tout ça, tout ce que vous voulez là. Vous croyez que c'est le premier cas de corruption? Mais allez à Kasumbalesa, dans toutes les frontières de la RDC. Il l'a fait aujourd'hui, merci
écoute, chapeau à lui. Mais combien l'ont fait avant lui? Combien les feront après lui? Même lui-même, continuera-t-il à les faire chaque jour? Je l'encourage à les faire au quotidien. Et je crois que des cas pareils sont légion, comme les cas d'Ntsingi, les cas, par exemple, du ministre des Finances, Matondo, des cas dont vous avez parlé ici. Mais nous voulons, les cas de Mende, nous voulons qu'il ait 15 Ntingi par jour qui vont en prison, parce qu'ils sont partout. Nous voulons qu'il ait 50, par exemple, Guy Matondo, qui vont en prison par jour. Et on récupère les biens de l'État. On interdit même à ces gens d'exercer des mandats publics jusqu'à la fin de leur vie pour décourager tous les prédateurs de la République. C'est ce que nous voulons. Monsieur Gabi Kouba, votre dernier mot à l'État congolais. Le changement s'impose. C'est tout ce que je peux dire. Et à la population qui va... Le changement s'impose. Je reprends la même phrase. Le changement s'impose. Il faut une rupture avec le passé. Monsieur Gabi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, chef. Le changement s'impose au Congo de la part de l'État, tout autant de la part de la population. L'impact de l'expertise du FMI dans l'économie congolaise ne pourra réussir que si tous les gouvernements ainsi que tous les gouvernés choisissent d'œuvrer pour la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economia. Au revoir.